Alors, pour pouvoir, moi, vous parler de peer learning un petit peu, il va falloir que je commence par un léger flashback. Un léger flashback qui nous ramène dans les 30 Glorieuses, à une époque où l'éducation et l'industrie marchaient la main dans la main, où l'une était complètement faite l'une pour l'autre, finalement. Si vous avez des doutes, je vous renvoie à la vidéo de Ken Robinson qu'on était justement en train de regarder, qui exprimait ça très clairement avec brio. Alors, ça aurait pu être une idylle qui dure relativement longtemps, seulement il y a quelque chose qui s'est mal passé à un moment. On a eu un léger désamour qui est survenu à un moment entre l'éducation et l'industrie. Alors vous allez me dire, la faute au numérique, la faute à l'innovation, il y a tout un tas d'éléments qui interviennent pour expliquer cela. Alors, je suis quand même un petit peu embêté avec ce désamour entre l'industrie et l'éducation pour deux raisons. La première, c'est que moi, ayant fait un petit bout de chemin justement sur l'aspect éducation, je sais qu'il y a des solutions qui existent pour essayer de recoller un petit peu ce cœur-là. Et puis, le deuxième point qui me chagrine un petit peu, c'est, alors peut-être pas pour vous, mais je crois que la question vous a été posée tout à l'heure, moi je suis le papa de 2 enfants, et mes 2 enfants, justement, ils sont dans le système éducatif. Ce qui fait que je suis un petit peu inquiet sur savoir qu'est-ce que le système éducatif leur apporte, et est-ce que, quand ils vont sortir de là, ils seront justement en phase, d'une part, avec l'industrie, mais puis également aussi avec la société, au sens un petit peu plus large. Alors, on a vu tout à l'heure la vidéo de Sugata Mitra qui expliquait ses Hole in the Wall, son expérience qu'il a fait en Inde. J'ai montré la vidéo à mon aîné il n'y a pas très longtemps. Il a au moins autant ri que vous sur cette vidéo. Il était vraiment très étonné de voir qu'il y avait finalement d'autres façons d'apprendre et d'autres façons de pouvoir engranger un certain nombre de connaissances et surtout tout un savoir-faire. Quand il revient de l'école, le soir, comme tout père probablement, je lui demande comment s'est passée sa journée. Là, généralement, j'ai un « oui, ça va, très bien », j'ai quelque chose qui, absolument, sans aucune émotion. Bref, c'est plutôt l'impression, en tout cas, qu'il a eu une journée un petit peu ennuyeuse. Si, par contre, je lui pose une autre question, comme « est-ce qu'il pourrait me trouver un système d'alarme pour pouvoir détecter les bad guys qui arrivent quand il est en train de jouer à Minecraft ?» Alors là, je vous laisse imaginer la réponse que j'ai. Non seulement j'ai des petits cœurs dans les yeux, mais en plus, en l'espace d'une dizaine de secondes, j'ai une explication ultra détaillée de comment faire pour pouvoir avoir ce fameux système d'alarme. Et puis, c'est pas juste une vague idée, c'est quelque chose qui est rempli de détails et quelque chose qui fait preuve, en plus, d'une complexité qui est relativement importante. Moi, ma formation initiale, c'est l'informatique. Je programme régulièrement, donc quand je vois un bout de code, je connais la complexité qu'il y a derrière. Lorsqu'il m'a décrit ça, lorsqu'il m'a décrit le processus qu'il mettait en place pour pouvoir résoudre cette problématique que je lui posais, j'ai tout de suite remarqué l'analogie avec, moi, les problématiques combinatoires, les problématiques séquentielles que j'avais lorsque j'étais en train de programmer. Pour moi, au-delà d'un jeu, il a vraiment dû mettre en œuvre un certain nombre d'éléments intellectuels pour pouvoir réussir à trouver ce genre de choses-là. Mais lui, il avait fait ça dans quel contexte? Il avait fait ça sans prof, il avait fait ça en regardant sur Wikipédia, en regardant des vidéos, en discutant avec ses copains à l'école, en discutant également avec son petit frère. C'est vraiment cet environnement-là qui a été mis en place et qui, finalement, pour lui, était quelque chose de complètement naturel. Il a appris de façon tout à fait spontanée et des choses qui étaient vraiment pas triviales du tout. Cette expérience que je vis avec mes enfants, assez régulièrement, pour moi est vraiment très proche de celle qu'on a vue dans la vidéo de Sugata Mitra et également du dispositif SOLS qu'il a mis en place. C'est également pour moi une méthode pédagogique qui est l'aboutissement de 10 années de travail maintenant avec le reste de mon équipe pédagogique et que nous avons mis en place chez 42 et que nous appelons le peer learning. Alors, si j'essaie de regarder un petit peu quels sont les éléments clés
qu'on va retrouver finalement dans ces 3 exemples pour pouvoir avoir un résultat, pour que ça fonctionne et pour qu'on ait cet apprentissage qui se mette en place. J'ai 4 éléments qui interviennent très fortement dans ce processus d'apprentissage, dans ce modèle pédagogique. Le premier, c'est donner du sens. Il faut que les étudiants, les enfants qui sont en train d'apprendre, soient dans un contexte où ce qu'on leur demande de faire a du sens. Pour mes enfants, très clairement, c'est leur passion pour les Pokémon, pour Harry Potter, pour Minecraft. Puis il y a tout un tas d'autres thèmes qui vont, qui viennent, qui durent plus ou moins longtemps. Avec les Pokémon, je pense que ça fait un sacré bout de temps que c'est sur le terrain. La curiosité pour Sugata Mitra, pour ses enfants dans le bidonville, et également dans le processus qu'il a développé lui de son côté, dans sa méthodologie de Self-Organized Learning Environment. C'est la curiosité. On a vu tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il y avait des dinosaures sur Terre et pourquoi est-ce qu'ils ont disparu. Ça fait partie des questions clés qui vont motiver les jeunes à aller chercher cette réponse. Dans le cadre du peer learning, je suis avec des étudiants dans l'enseignement supérieur qui vont apprendre l'informatique. C'est ce qu'on fait nous chez 42. Et ce qui va fédérer les gens va être cet aspect communautaire, cet aspect geek qui est vraiment très important et qui va leur donner envie ensemble d'aller plus loin. Pour la plupart des étudiants ou des enfants qui sont en train d'apprendre, c'est quelque chose qui vraiment s'apparente à un jeu et qui doit rester comme tel. On a quand même une problématique. Dans le cadre scolaire, on a besoin de pouvoir piloter un petit peu, on a besoin de pouvoir diriger un certain nombre d'enseignements. Ça va passer, en tout cas dans le cadre du peer learning, par du teasing, par de la publicité et aussi par une forme de souplesse. Non seulement on va chercher à avoir le plus d'étudiants en même temps qui va avoir envie de s'investir, qui va être dans ce contexte pratiquement de jeu, ou en tout cas de passion et d'envie d'aller chercher plus loin, et de se surpasser sur les différents projets qu'on va leur donner. La souplesse, elle est nécessaire parce qu'on a rarement tout le monde qui est motivé par la même chose en même temps ou au même moment. Donc on a besoin d'intégrer cette souplesse pédagogique et de laisser, je dirais, plusieurs groupes de travail, plusieurs thèmes accessibles à chaque fois pour que les étudiants puissent trouver ce qui leur correspond et s'investir dans ce qui les motive le plus à un moment donné. Le deuxième point qui pour nous est important dans ce modèle, c'est l'accès au savoir. Définitivement, on est dans une société de la connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez un ordinateur, vous prenez une connexion Internet, c'est ce que Sugata Mitra a fait, c'est comme ça que mes enfants également ont appris, et vous allez leur donner accès à tout ce qui existe en termes de connaissances, notamment au travers du web, mais c'est peut-être un petit peu restrictif, il y a quand même tout un tas d'autres façons de récupérer de l'information et d'avoir de la connaissance. Alors attention, l'accès à la connaissance n'est pas je dirais, ne rend pas intelligent. C'est pas parce que vous avez Wikipédia au bout des doigts sur votre smartphone ou votre tablette que tout d'un coup vous êtes beaucoup plus intelligent. Non. Ce qui va être pertinent et ce qui va être nécessaire même, c'est de transformer finalement notre population, nos jeunes, dans une situation où ils vont utiliser, ils vont aller chercher cette connaissance, mais ils vont surtout chercher à l'utiliser, se l'approprier pour pouvoir devenir effectivement plus intelligent. C'est l'utilisation éclairée de la connaissance qui est le nouvel enjeu et non plus le fait simplement de la détenir. Le troisième point, il faut laisser ces enfants seuls. Il faut leur laisser des espaces de liberté, il faut laisser du temps pour pouvoir, pour que les choses se fassent sans intervention extérieure. Alors pour Sugata Mitra, c'est ces enfants qu'il a laissés dans le bidonville face à cet ordinateur. Je ne suis pas allé coacher mes enfants, moi, pour qu'ils soient des pros sur Minecraft. Et dans le cadre du peer learning également, on va les laisser seuls par rapport face à une problématique. On met de côté l'encadrement, je dirais, académique, les cours en amphi, où il va y avoir tout un savoir qui va être distribué, qui va être transmis. Non. On va favoriser, par contre, le travail de groupe, on va favoriser le travail collaboratif, on va inviter les jeunes à discuter entre eux, et surtout à avoir une production, à avoir de la pratique, leur demander d'amener, de produire quelque chose en rapport avec le savoir qu'ils vont récupérer. Ils vont s'approprier le savoir qu'ils vont télécharger entre guillemets sur Internet,
grâce à cette manipulation qu'ils vont faire pour pouvoir s'approprier ce savoir au cours de différents projets, au cours d'explications qu'ils doivent faire. C'est le cas par exemple dans les Self-Organized Learning Environment de Sugata Mitra, quand ils sont en train d'expliquer ça à leur cloud de grand-mère, pour pouvoir finalement restituer, emmagasiner, machiner, je dirais intellectuellement, toutes ces connaissances avec lesquelles qui sont en train de manipuler. Le dernier point important, c'est le feedback. Ce feedback doit être positif, il doit être constructif. Il faut encourager les gens. Là encore, je reviens sur l'exemple du cloud de grand-mère, qui va être là principalement pour applaudir, pour dire c'est bien, pour dire continuer, pour encourager. C'est absolument nécessaire parce que c'est ce qui va permettre de continuer à garder la motivation, la passion, c'est-à-dire le premier des 4 points qu'on a vu tout à l'heure. C'est important d'encourager les gens, c'est important de donner des récompenses pour les meilleurs également, et surtout de ne pas stigmatiser l'échec. C'est, je dirais, une thématique qui revient de plus en plus souvent quand on parle d'éducation de nos jours. L'échec fait partie du processus d'apprentissage, et parce que on a l'information qu'on est allé chercher sur Internet, on doit la mettre en pratique au travers d'un projet, on a une réalisation concrète à faire, ben la première fois ça ne va pas marcher. Il va falloir qu'on réessaie, il va falloir qu'on explore un certain nombre de pistes, on va faire tout un tas d'essais, tout un tas de tests, tout un tas d'hypothèses qu'on va explorer, et au milieu de tout ça, il y aura forcément des échecs, il n'y a pas tout qui va marcher d'emblée. En tout cas, il est important d'avoir cet aspect encouragement, cet aspect positif pour pouvoir garder la motivation et garder la curiosité. Alors, il reste le problème de l'évaluation. Dans un cadre, je dirais, scolaire, académique, en tout cas, nous, c'est une de notre problématiques dans le cadre du peer learning. On a un problème d'évaluation, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir où en sont les élèves. On a besoin de savoir de quelle façon on peut finalement piloter l'ensemble du programme et l'ensemble du cursus. Pour ça, nous avons mis en place ce qu'on appelle le peer correcting. Peer correcting, un étudiant va noter entre 5 et 10 autres camarades de promotion. Et 5 à 10 autres camarades de promotion vont venir noter cet étudiant-là. Et on fait ça de façon complètement croisée avec tout le monde. Ça a un avantage. À aucun moment, il y a un professeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est référent, quelqu'un qui détient le savoir suprême dans la matière ou dans le projet, ou qui a la solution unique, parce que tout simplement, ça n'existe pas. On n'a pas de référent qui va venir donner une note, et qui donc ne sera pas vécue comme une sanction. Cette note, qui est donnée finalement par la communauté, n'est que la formalisation du niveau de votre propre projet, qui est normalement connu tout au long du projet. Comme un des principes de base est de collaborer systématiquement et d'avoir sans arrêt des échanges sur mon projet, pour l'instant il fait ça, ton projet il fait quoi, comment tu as résolu tel ou tel problème, il va y avoir une comparaison permanente pendant toute la durée du projet pour que les étudiants puissent avancer, puissent travailler, donc ils sont sans arrêt avec je sais ce que mon projet vaut par rapport au reste de la communauté. Cette note-là ne vient que finalement formaliser le résultat. Alors, ces différents points, finalement, sont peut-être pas si éloignés de vous que ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas encore convaincu par ce modèle pédagogique, posez-vous simplement la question de savoir comment est-ce que vous avez appris à marcher, comment est-ce que vous avez appris à parler. Est-ce que vous avez eu un cours théorique qui vous dit, alors votre centre de gravité, il est là, et avec l'influx nerveux, vous allez appuyer sur la jambe, et là, vous allez vous mettre à marcher. Non, je ne pense pas que vous ayez eu ça. Ou pareil, même pour apprendre à faire du vélo. En règle générale, on n'a pas de cours théorique. Vous avez vu les gens qui sont là en train de marcher autour de vous. Vous vous êtes dit, ce serait peut-être pas mal que j'essaie moi aussi d'apprendre à marcher. Et puis je pense que vous êtes tombé, plusieurs fois même. Et que ça fait très clairement partie du processus. C'est tout à fait naturel d'essayer, de se casser la figure, de recommencer, d'essayer jusqu'à ce que vous y arrivez. Et là, on note un point intéressant. Certains d'entre vous ont marché à 9 mois, et il y en a peut-être pour qui il a fallu attendre 1 an et demi avant d'arriver à marcher. Et au final, tout le monde sait marcher. Il est absolument important d'introduire, au niveau pédagogique, un décloisonnement temporel. C'est-à-dire que les gens ne vont pas apprendre les mêmes choses pendant la même durée. Il y a besoin de laisser la souplesse pédagogique pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Ce modèle pédagogique fonctionne. On l'a vu, Sugata Mitra, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il fait ça, presque 15 ans maintenant. Moi, je le vois très régulièrement avec mes enfants à la maison.
différents thèmes. Ils arrivent à apprendre un certain nombre de choses comme ça, et à mon avis de façon pas juste bêta, mais vraiment de façon intelligente. Ce que nous avons mis en place, le peer learning, est pour l'ensemble de notre équipe pédagogique le résultat je dirais l'aboutissement d'une dizaine d'années d'évolution pédagogique dans le domaine des nouvelles technologies dans l'enseignement supérieur. Ce modèle a l'avantage de répondre pour moi à deux travers actuels du système éducatif. C'est-à-dire qu'il répond à ce que sera la société de demain, et pratiquement même déjà celle d'aujourd'hui, là où le système éducatif, pour moi, ne le fait pas. C'est-à-dire être en phase, finalement, avec cette société. D'une part, l'aspect société de la connaissance, avec ce côté où c'est finalement l'utilisation éclairée du savoir qui a de l'importance, et également une société qui devient de plus en plus altruiste, et qui devient beaucoup plus solidaire et moins individualiste, et le modèle pédagogique, qui est très basé sur l'aspect communautaire, est vraiment dans cet axe-là. Le deuxième point qui, pour moi, pose problème et pour lequel autant l'expérience de Sugata Mitra que notre expérience de peer learning fonctionne, c'est pouvoir s'adresser à des gens qui actuellement sont exclus du système traditionnel. Si je regarde une tranche d'âge au bac, j'ai un tiers des gens qui ne sont pas là. Donc il y a quand même un problème quelque part, et on arrive à adresser ces gens-là, qui finalement sont peut-être pas forcément plus bêtes que les autres, mais ils font partie des gens qui ne sont pas adaptés au système académique traditionnel. Alors si le peer learning n'est pas, je dirais, la solution ultime, je pense qu'il est suffisamment, c'est un modèle pédagogique qui est maintenant suffisamment mûr, qui mérite d'être déployé à beaucoup plus grande échelle pour pouvoir enfin proposer, je dirais, aux jeunes des générations à venir, une parmi, je l'espère bientôt, plusieurs voies d'excellence pour leur éducation. Merci.